Merci, bonjour, bien heureuse d'être avec vous tous ce midi. D'abord, merci au Réseau des milieux naturels protégés pour l'organisation des webinaires. La série, on l'a intitulée Les bons coups des maîtres d'œuvre. C'est donc le premier webinaire d'une série de 3, comme Charlotte l'expliquait. Une série qui va vous permettre de faire le tour du sud du Québec, de l'Outaouais à la Gaspésie, en traversant plusieurs régions. On va suivre 10 maîtres d'œuvre qui proviennent de 10 organisations différentes et qui travaillent chacune dans leur région respective là, au maintien de la connectivité écologique. Au fil des 3 webinaires, donc vous pouvez voir les dates là, et les présentateurs à l'écran. On va vous présenter, on va vous donner un aperçu de ce qu'est la connectivité écologique, pourquoi c'est essentiel, et surtout, comment ça se fait concrètement de conserver un corridor écologique. Comme Charlotte le disait, je m'appelle Marie-Andrée Tougatelier, je suis chargée de projet pour Conservation de la Nature Canada et responsable de l'initiative québécoise Corridor écologique. Dans le webinaire d'aujourd'hui, le premier de la série, je vais d'abord vous présenter l'initiative québécoise Corridor écologique, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on travaille aussi. Et ensuite, on va aller dans le centre du Québec avec Patricia Gagnon du Conseil régional de l'environnement du centre du Québec, ainsi que dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches avec Antoine Paquette-Moisson de l'organisme Capitale Nature. Bien, cette vidéo-là montre très bien l'importance des corridors écologiques puis les rôles qui sont joués par la connectivité. Déjà, on sait que les aires protégées actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger la biodiversité. Elles ne sont pas suffisamment grandes et elles ne sont suffisamment pas reliées. Elles ne sont souvent pas reliées les unes aux autres. Quand on ajoute à ça le contexte des changements climatiques, les corridors écologiques deviennent encore plus importants parce qu'ils sont essentiels pour permettre la migration des espèces vers le nord. Lorsqu'on parle de corridor écologique, le Québec joue un rôle important à l'échelle de l'Amérique du Nord en devenant un refuge climatique. On le voit bien sur la modélisation qui est à l'écran, donc une modélisation qui a été développée par The Nature Conservancy, que vous avez peut-être déjà vu, qui montre en fait les chemins que pourraient parcourir les espèces quand elles auront à migrer vers le nord. Donc, on voit les mammifères en rose, les oiseaux en bleu, puis les amphibiens en jaune. On voit qu'il y a un endroit très important à l'est des Grands Lacs, donc un corridor là, qui est essentiel, sans lequel les espèces ne pourraient pas migrer vers le Québec, qui deviendra un refuge climatique. Maintenir des corridors écologiques, ça fait partie aussi de plusieurs des grands objectifs qui sont fixés au niveau national et international pour la protection de la biodiversité. Vous pouvez voir à l'écran différents exemples de conventions cadres ou de grandes ententes qui incluent la connectivité écologique dans leurs objectifs. Puis, parallèlement, par rapport à ça, là, je vous invite à suivre la COP 15 qui va avoir lieu à Montréal en décembre. Lors de laquelle de nouveaux objectifs vont être fixés pour la conservation de la biodiversité. Puis, les corridors écologiques font partie des stratégies importantes là, qui devront être mises en place. Si on revient au Québec, en 2017, Conservation de la Nature Canada a mis en place et coordonne depuis l'initiative québécoise Corridor écologique. Cette initiative, elle se déroule dans le sud du Québec, mais comme la nature n'a pas de frontières, on travaille à différentes échelles, locales, régionales, nationales, et avec des partenaires transfrontaliers également. À l'échelle locale, régionale, CNC Conservation de la Nature travaille avec 9 organisations, les 9 maîtres d'œuvre, afin de mener des actions concrètes dans 11 régions du Québec. Donc, vous pouvez voir là, les logos associés aux différentes régions. Donc, ce sont tous les maîtres d'œuvre qui font partie de l'initiative québécoise Corridor écologique. Et ce sont chacun d'eux qui vont présenter au fil des webinaires les actions concrètes qu'ils mettent en place pour le maintien de des corridors écologiques dans chacune de leurs régions. Mettre en place un corridor écologique, comment ça se passe? C'est un peu comme un casse-tête grandeur nature. D'abord, il y a le territoire qui est naturel par endroit, construit par ailleurs. Si on s'attarde un peu plus à cette image, on voit les grands milieux naturels qu'on appelle des noyaux dans le jargon de la connectivité. Ce sont les cercles verts qu'on voit sur l'image. Ensuite, on voit les flèches vertes qui représentent les corridors écologiques potentiels, donc des milieux propices à la biodiversité, puis qui permettent le déplacement des espèces.
Finalement, on voit aussi des flèches blanches, qui sont les milieux bâtis, ou est-ce qu'il y a des routes, entre autres, et qui sont des barrières au déplacement des espèces. La grande question, c'est comment faire pour que les corridors qu'on voit là soient maintenus à long terme. On pourrait aussi se demander comment faire pour qu'il y ait de la restauration, puis que les flèches blanches deviennent des flèches vertes dans certains cas. Donc, comment restaurer certains des corridors écologiques. Pour répondre à la question, il faut s'attarder à ceux qui habitent le territoire. Sur ce territoire-là, il y a potentiellement des propriétaires privés, des terres publiques, des secteurs forestiers, agricoles, récréatifs et beaucoup d'autres types d'usagers et d'usages. Chacun de ces usagers peut jouer un rôle pour le maintien de la connectivité écologique. Ils ont chacun un morceau du casse-tête entre les mains. L'initiative, son objectif principal, c'est d'outiller puis d'accompagner dans l'action les organisations et les personnes qui peuvent jouer un rôle. Donc, les organisations et les personnes qui ont un morceau du grand casse-tête en main. Il y a les MRC, les villes, les municipalités, des citoyens, propriétaires de l'eau boisée, des agriculteurs, des partenaires locaux, bref, tous les acteurs qui jouent un rôle dans l'utilisation et dans l'aménagement du territoire. Comme je disais, chacun a un morceau du casse-tête, puis chacun peut jouer un rôle pour le maintien de la connectivité écologique. Mettre en place un corridor écologique, c'est toujours un projet complexe. Il y a plusieurs parties prenantes qui ont chacune leurs valeurs et leurs priorités. Il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent, qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Les solutions sont multiples et on travaille toujours avec une portion d'incertitude et une portion d'inconnu. Comment on accompagne les différents acteurs du territoire? Bien, plusieurs outils ont été développés dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. Ils peuvent être adaptés à chacune des régions par les maîtres d'œuvre selon le contexte local. Je vous donne des exemples ici de ce qu'on a développé jusqu'à maintenant dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. Tout ce qui a été développé jusqu'à maintenant est disponible sur le site connectivitéécologique.com. Je vous invite à aller fouiller là sur les différentes pages pour voir les outils qui sont disponibles. Donc, il y a une boîte à outils qui a été développée pour accompagner les MRC et les municipalités. Il y a aussi une boîte à outils qui a été développée pour les intervenants forestiers. Il y en a une troisième qui est en développement, pas encore disponible sur le site web, mais qui sera dans les prochains mois pour les intervenants du monde agricole. Et il y a également différents outils de sciences citoyennes qui permettent à l'ensemble de la population de contribuer à la connaissance sur les corridors écologiques. Entre autres, il y a une application là, via eNaturalist qui s'appelle Stop Carcasse, qui permet aux citoyens de noter des carcasses le long de la route, puis d'aider à récolter de la connaissance sur la mortalité routière, qui permet ensuite de ça de voir où devrait être, entre autres, mis en place des passages phoniques. Il y a aussi des applications Carapace pour les observations de tortues. Les maîtres d'œuvre, certains maîtres d'œuvre organisent également des formations de pistage là, pour le grand public. Donc, ça, c'est des exemples d'outils qui ont été développés jusqu'à maintenant dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. On travaille également de concert avec de nombreux experts et des partenaires provinciaux et transfrontaliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça permet qu'il y ait une certaine cohérence et qu'il y ait une synergie là, au travers des territoires qui sont visés par les projets. Jusqu'à maintenant, il y a plus qu'une centaine d'experts qui ont été impliqués à l'échelle du Québec. Un des plus grands avantages de l'initiative, c'est de travailler ensemble. Donc, ça a été vraiment important depuis le début en 2017 de trouver des solutions gagnant-gagnant avec l'ensemble des intervenants avec qui on a travaillé, d'écouter les besoins de chacun également. Il y a eu beaucoup d'échanges, de partage, d'apprentissage aussi entre les maîtres d'œuvre. L'initiative, elle sert, en plus d'outiller, d'accompagner les acteurs dans l'action, elle sert aussi à briser les silos, à éviter de réinventer la roue, puis à valoriser le travail de chacun. Un travail exceptionnel d'ailleurs, comme vous allez pouvoir le voir là, au fil des présentations des maîtres d'œuvre qui vont vous montrer qu'est-ce qu'ils font concrètement chacun dans leur région. Avant de donner la parole à Patricia, la première qui va présenter là, pour le Conseil régional du Centre du Québec, je vous invite à noter les deux prochaines dates, 21 septembre et 5 octobre, pour les deux prochains webinaires de la série. Puis j'attire votre attention au bas de l'écran pour souligner les contributions de deux bailleurs de fonds importants pour l'initiative.
D'abord, une contribution du gouvernement du Québec tirée du programme Action Climat Québec et qui rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. S'ajoute à ça une contribution financière de la Fondation WICOC, de même que plusieurs autres contributions financières là, aux échelles régionales et locales. Je laisse maintenant la parole à Patricia Gagnon du Conseil régional du Centre du Québec pour la première présentation. À toi, Patricia. Merci. Je ne vois pas l'écran de partage. Normalement, tu as le contrôle. Okay. C'est bon. Ouais. Okay. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, ça fonctionne bien. Bon, parfait. Bonjour, mon nom est Patricia Gagnon. Je suis chargée du projet Connectivité au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Donc, je suis bien heureuse aujourd'hui de vous présenter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans le fond, je vais vous présenter les actions qu'on a réalisées en 2021 et 2022 en lien avec la connectivité des milieux naturels. Donc, ça fait déjà depuis 2015 que le CREC œuvre à la connectivité au Centre du Québec. C'est en 2020 que la région obtient en concertation son premier réseau de corridors, son premier réseau de connectivité comprenant des corridors naturels et des noyaux de conservation. Donc, à l'écran, vous pouvez voir en bleu les noyaux d'intérêt de conservation, puis en noir, les corridors qui les relient. Donc, au total, on a 20 noyaux et 30 corridors. Afin de conserver ces éléments sur notre territoire, nous avons réalisé des actions de conservation volontaire auprès de 72 propriétaires privés. C'est 50 propriétaires qui ont été rencontrés au sein des noyaux et puis 22 propriétaires dans les corridors, dont 11 en milieu urbain et 11 en milieu agricole. Dans le fond, ces rencontres-là, on les a faites afin de les inviter à mettre en place des actions de conservation. Ces rencontres ont entre autres permis de mettre en œuvre certaines actions, dont les suivantes. Donc, cette année, ce printemps, nous avons réalisé différents aménagements. On a réalisé, dans le fond, 2 plantations. Dans la première photo, on a réalisé une plantation pour un producteur qui voulait, dans le fond, rendre son milieu plus diversifié pour les oiseaux champêtres. Donc, on a aménagé une haie brise-vent arbustive qui est composée exclusivement d'espèces fruitières. Puis, dans l'autre photo à droite, dans le fond, on a aménagé une bande riveraine élargie en bordure d'un cours d'eau. Puis, dans ce cas-ci, c'était pour soutenir les pollinisateurs et les oiseaux. Dans le fond, cet automne, nous prévoyons réaliser d'autres aménagements, dont l'aménagement d'une coulée agricole. Dans le fond, ce producteur-là voulait augmenter la biodiversité. Pour nous aider, nous participons actuellement à un projet avec l'UPA visant à documenter les différentes pratiques d'aménagement des coulées agricoles. Et puis, cet automne, nous allons aussi réaliser la phase 1 d'un projet d'emprise électrique en milieu urbain à Drummondville. Dans le fond, cette première phase, c'est l'aménagement d'une prairie urbaine pour les oiseaux, entre autres. Ce projet est réalisé conjointement avec la ville de Drummondville et Hydro-Québec. Le CREC collabore aussi avec plusieurs partenaires, dont Nature Avenir. Le CREC a accompagné Nature Avenir dans l'acquisition d'une grande propriété de 165 hectares. C'est la tourbière de Saint-Rosaire. Dans le fond, Nature Avenir, cette propriété se retrouve dans un corridor de connectivité. Puis, Nature Avenir a obtenu l'aide financière, entre autres, de conservation de la nature. Finalement, en matière de conservation volontaire, nous avons développé un plan de marketing social adapté pour les propriétaires agricoles et forestiers.
Ce plan est représenté par des fiches synthèse présentant le profil de chaque propriétaire. Ces fiches sont très précieuses pour notre accompagnement. Ces fiches seront présentées lors des ateliers sur la conservation des milieux naturels qui aura lieu en novembre prochain à Montréal, si vous voulez en savoir davantage. Deux autres projets qui ont été réalisés qui méritent aussi notre attention. Le CREC a soutenu l'intégration du réseau de connectivité dans 4 plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels en région. Puis aussi, le CREC a amorcé un projet de sylviculture adapté au changement climatique dans les corridors et les noyaux. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des vidéos pédagogiques qui ont été réalisées et qui sont en ligne. Puis, il y a un guide qui sera publié aussi en mars 2023. Avant de terminer, nous souhaitons vous présenter les actions à venir. En 2022-2023, nous mettrons en place un comité et un plan d'action sur l'écologie routière. Nous poursuivrons nos actions de conservation volontaire qui mèneront aussi à de nouvelles acquisitions par nature à venir. Et aussi, nous allons continuer à faire de nombreux aménagements. Nous réalisons en ce moment une vidéo promotionnelle sur la connectivité et nous sommes en train de planifier un forum interrégional sur la connectivité qui aura lieu en février 2023. Finalement, notre prochaine activité aura lieu la semaine prochaine, soit le 14 septembre prochain. C'est une journée immersive en milieu agricole. Nous visiterons 3 producteurs où des actions de restauration de la connectivité ont été réalisées. Et chez chacun des producteurs, il y aura un conférencier vedette. Pour vous inscrire, il est encore possible de le faire. Vous pouvez le faire sur notre site Internet ou sur le site Internet du CETA+. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. On va passer la parole à Antoine Paquet-Moison de Capital Nature. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez? Oui. Super. De mon côté, je vais parler de Capital Nature, qui est un organisme qui a été créé fin 2019, dont les activités ont commencé en 2020. Donc, on est encore assez récent là, si on compare aux autres maîtres d'œuvre du réseau. Donc, juste pour présenter l'organisme brièvement, donc notre mission est d'assurer le maintien, la résilience des milieux naturels, de la biodiversité et des biens et services écologiques dans nos régions, qui sont la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, donc près de Québec, près de Lévis, là, sur les 2 rives. Donc, on a un territoire qui est assez grand. Puis notre objectif là, à long terme va être de conserver le plus possible les caractéristiques naturelles de ces régions-là par la protection, la mise en valeur et la restauration. Donc, évidemment, on travaille là en collaboration avec de nombreux organismes, dont CNC, dont le CREC aussi. Puis, Capital Nature est aussi étroitement lié au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, donc où je travaille également. Puis, je suis aussi coordonnateur donc, de Capital Nature pour nos actions de conservation. Donc, notre territoire est assez vaste. Donc, dans la capitale nationale, c'est un territoire de 21 000 km². Quand même 3 500 km² d'aires protégées, mais de celles-ci, seulement 1,5% sont en terre privée, 98,5% qui sont en terre publique. Donc, c'est seulement 50 km² là, qui sont protégés en terre privée. Ça, c'est pour le registre officiel là, des aires protégées. En Chaudière-Appalaches, c'est 16 000 km² le territoire, dont plus de 1000 km² en aires protégées, mais encore une fois, c'est 95% qui sont en terre publique, seulement 4,9% en terre privée. Donc, ça donne une petite idée. Là, les taches mauve foncé que vous voyez, c'est le registre des aires protégées. Puis le rose plus pâle, c'est le réseau des milieux naturels protégés. Donc, étant donné qu'on est encore un nouvel organisme, on n'est pas rendu très loin. Techniquement, notre plan de conservation n'est même pas terminé. On est à la récolte. On a eu plusieurs rencontres avec les partenaires pour prendre leurs commentaires, avoir une idée de où on s'en va avec ça. Donc, on est à la finalisation là, dans les prochains mois de notre plan de conservation, mais en juin 2022,
pour revenir à la thématique qui était les bons coups. En juin 2022, on a réussi à faire notre première acquisition. Donc, on est bien content de cette première propriété là, qui nous appartient. C'est un territoire, c'est un petit terrain de 2 hectares situé à Val-Bélair dans la ville de Québec. Puis, dans le fond, c'est un boisé qui donne accès au boisé Montchâtel. Donc, c'est la porte d'entrée d'un parc qui est très fréquenté par les citoyens. Puis c'est justement ces citoyens-là qui nous ont approchés, connaissant notre mission, étant donné qu'on essaie toujours d'être à l'écoute des citoyens. On les a contactés par le passé lorsqu'on a lancé nos activités. Puis ce sont les citoyens, en fait, qui nous ont informé que le terrain à l'entrée du boisé était en vente. Donc, ça c'est... pour avoir parlé à plusieurs personnes qui travaillent en conservation, c'est souvent des processus longs qui prennent beaucoup de temps, là, réussir à faire une acquisition ou à protéger des territoires. Dans notre cas, on a été assez chanceux. Ça a été une question de quelques semaines là, entre le moment où on a su que le terrain était disponible puis la vente officielle. Mais tout ça a été permis, dans le fond, par le MELCC en lien avec la protection des milieux humides, donc une entreprise qui avait on ne peut pas nommer, c'est une entreprise anonyme, mais le MELCC avait des fonds de cette entreprise-là qui avait versé en compensation pour des milieux humides qui avaient été détruits. Puis donc, le MELCC a facilité le don de cette entreprise-là à nous, ce qui nous a permis d'acheter une propriété à Québec. J'ai mis une petite carte. Donc, ce qu'on a acheté, c'est le triangle vert. Donc, vous voyez, c'est pas immense, mais c'est aussi vraiment au cœur de Québec. Là. Donc, plusieurs quartiers résidentiels qui poussent autour, qui continuent de grandir aussi. Là. Donc, il y a une grande pression de développement dans ce secteur-là. Donc, on est venu sécuriser l'entrée à un boisé. Puis le boisé que vous voyez en bas là, du triangle vert appartient à la Ville de Québec et ne va pas changer de zonage, donc va rester un parc. Donc, on est venu protéger l'entrée de ce parc-là pour les citoyens. Puis j'ai mis une autre carte aussi. Donc là, le triangle vert est maintenant rendu en bas à droite de la carte. Puis ce que vous voyez en rose, je voulais simplement montrer, là, en rose, c'est le corridor qui a été, c'est les corridors identifiés par la CMQ comme étant prioritaires, donc les corridors de moindre coût. Puis en bleu mauve à la droite, c'est un grand massif qui est déjà placé sous conservation. Donc, on n'est pas collé sur le massif, on n'est pas directement dans le corridor écologique identifié par la CMQ, mais on se retrouve quand même dans une zone qui est encore pas complètement développée. Donc, on vient quand même protéger un petit fragment qui, idéalement, là, dans les prochaines années, j'aimerais ça vous montrer une carte qui montre qu'on a réussi à rejoindre ce corridor-là. On va voir comment notre démarchage fonctionne. Puis sinon, ben, au niveau du boisé, là, c'est la portion au bas, c'est justement l'entrée du boisé Montchâtel. Et donc, le triangle à côté de la route, là, c'est ce qu'on est venu sécuriser. Donc, on voit qu'il y a quand même du résidentiel autour, mais qu'il y a quand même encore possibilité là, de faire des corridors aux alentours, puis de rejoindre justement le grand massif qui est déjà protégé. Puis sinon, l'autre bon coup dont on est bien fier, c'est le 17 juin dernier. On a fait un atelier de priorisation des milieux naturels à conserver dans nos 2 régions. L'atelier était animé par Louise Gratton, puis visait là, à réunir les différents acteurs de milieux divers. Donc, on ne veut pas simplement travailler juste avec les groupes environnementaux ou juste avec les municipalités. On essaie d'avoir les citoyens aussi, la CMQ, donc qui est un acteur important dans la région. Communauté métropolitaine de Québec, j'ai utilisé beaucoup le terme CMQ à date, je vais le préciser. Puis sinon, il y avait aussi des chercheurs universitaires de l'Université Laval qui étaient présents. Donc, on a commencé, j'ai fait une petite présentation de l'état actuel de la conservation sur notre territoire, qui est un seuil critique. Là. Il faut vraiment pousser la conservation dans les prochaines années. Puis aussi, on a parlé un peu des priorisations faites par d'autres acteurs, dont justement Conservation de la Nature Canada, la CMQ encore une fois, et l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent. Donc, il y a plusieurs ouvrages qui existent déjà. Puis nous, dans le fond, on faisait cette rencontre-là pour faire un exercice de cartographie communautaire. Donc, on a réuni les gens autour de grandes cartes afin qu'ils identifient sur ces cartes-là les lieux qu'ils trouvaient prioritaires, qu'ils trouvaient importants de protéger. Puis, évidemment, les données récoltées vont servir à notre plan de conservation. Donc, j'ai simplement mis là, quelques photos. Donc, on était pas loin d'une quarantaine de personnes présentes, dont David Vien, qui est notre président, puis Louise Gratton, là, qui dirigeait l'atelier.
Puis ça a permis aux gens là, de travailler autour des cartes. On les a séparés selon leur région d'intérêt, leur région qu'ils connaissent le plus. Puis ensuite, les gens rotationnaient autour des cartes pour venir enrichir le travail des autres, puis savoir un peu ce qui se faisait sur les différentes cartes. Donc voilà, c'est un atelier qui a été très, très formateur. On a eu plusieurs bons commentaires par la suite. Là, la seule chose, c'est qu'on a récolté des cartes qui ressemblent à ça. Puis je les ai toujours pas ouvertes suite à l'atelier, étant donné que on court un peu dans tous les sens en ce moment, étant donné que je suis le seul employé de Capital Nature. Mais voilà quand même plusieurs données qui ont été récoltées. Au total, là, on a récolté environ 55 sites et commentaires pour la capitale nationale, environ 35 pour Chaudière-Appalaches, à l'aide des grandes cartes qu'on a utilisées. Puis, il va rester justement à faire la cartographie. J'ai espoir que ça se fasse assez bien. Puis, une fois que ça va être fait, on va pouvoir intégrer le tout à notre planification en lien avec un arbre décisionnel aussi qu'on a mis en place pour le plan de conservation. Donc, en mettant tout ça ensemble, on va être capable de mieux cibler, puis justement d'identifier sur quel corridor on veut travailler en priorité, étant donné qu'il y a quand même pas mal de fragmentation dans nos territoires, mais aussi plusieurs opportunités, notamment le domaine agricole dans Chaudière-Appalaches, qui est très développé, mais qui permettrait quand même relativement facilement d'établir probablement des corridors, un peu comme Patricia en a parlé tantôt, avec les agriculteurs. Donc, pour la suite, là, on va intégrer le tout à notre planification, puis revenir vers les participants. Donc, c'est nos deux bons coups les plus marquants de la dernière année. Puis nous aussi, là, on a des projets pour l'année qui s'en vient, notamment des embauches pour faciliter nos actions. Puis donc, je termine en remerciant tous nos partenaires. Là, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'aurais terminé. Je vais arrêter de présenter. Merci Antoine et Patricia. Effectivement, tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez soit les inscrire dans la boîte de questions ou dans la boîte de chat. Je pense que dans la boîte de chat, les intervenants peuvent aussi voir. Sinon, les questions, je vais pouvoir les relayer. C'est pas une question, mais on a eu dans le chat concernant le forum interrégional de février prochain pour le CREC du Centre du Québec, Ariane Brault, qui avait bien hâte et qui vous félicite également. Donc, merci à vous pour vos belles présentations et vos bons cours. On a hâte effectivement de voir la suite. Aussi, juste vous dire, tout le monde qui sont là aujourd'hui, si vous avez manqué, si vous voulez revoir, vous avez besoin de plus de précision, vous vous rappelez pas d'un certain détail, la présentation est disponible sur YouTube. Ça va être disponible dès cet après-midi. Vous allez recevoir un courriel. Puis pour les prochains webinaires également. Et on vous invite aussi, comme Marie-André l'a mentionné tout à l'heure, de prendre en note les prochaines dates pour les deux prochains webinaires, le mercredi 21 septembre et mercredi 5 octobre, de midi à 13h, comme aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions à inscrire. C'est le temps de le faire. Sinon, Patricia m'a peut-être que je l'ai manqué, je pense peut-être, ou je ne sais pas si tu l'avais mentionné, mais est-ce que la carte que tu avais montrée avec les noyaux déjà présents puis les corridors, c'était des corridors déjà présents ou c'était des corridors prioritaires à travailler, en fait? Ben, en fait, c'est une carte, dans le fond, qui a été établie en premier lieu avec un logiciel, un Circuscape. Puis après ça, avec les organismes du milieu en concertation, ben là, elle a été raffinée, dans le fond, avec les partenaires du milieu. Donc, oui, c'est les prioritaires, si on veut, là, mais il reste qu'il y a quand même encore, tu sais, je veux dire, il y a quand même place encore à l'adaptation, si on veut. Ben, l'adaptation, je veux dire, modification un peu, là, selon le territoire de chacun, mais c'est la carte qui est là pour... OK. Avec laquelle on travaille, là, puis les organismes travaillent. Parfait. Parfait. Bon, Antoine, je sais que tu n'as pas encore sorti les cartes, mais est-ce que tu penses que ça se recoupait quand même aussi un peu avec les corridors déjà identifiés prioritaires par la CMQ? C'est ça, moi je circulais pendant l'atelier, donc je regardais ce que les gens faisaient. Donc il y en avait beaucoup qui étaient justement proches des corridors identifiés par d'autres acteurs, mais il y avait aussi des choses qui sortaient vraiment du lot, notamment les citoyens amènent souvent des bons points auxquels on ne pense pas nécessairement. Au niveau des boisés qu'eux utilisent, qui ne vont pas nécessairement sortir dans les grandes priorisations à plus grande échelle. Donc, je dirais un peu des deux. Là. Il y avait quand même des choses déjà existantes dans les planifs, puis des choses complètement nouvelles auxquelles peut-être on n'aurait même pas pensé sans ça.
Ouais, je pense dans le fond que c'est important de prendre chaque opportunité. Là. Des fois, même si c'est les plus petits milieux, mais au final, plein de petits milieux, ça va faire quelque chose de grand. Là. Fait que c'est important. Michael Jaffray, juste un commentaire. Ah oui, Michael Jaffray, il y a aussi j'appuie l'intérêt de l'atelier dont a parlé Antoine. Nous avons eu une expérience similaire à Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Puis dans 2 semaines, ça va être présenté également. Ariane Bro demande, il me semble que vos territoires sont limitrophes. Est-ce que vos corridors communiquent? Comment travaillez-vous ensemble au CRE et Capital Nature? Ben moi, je serais très, très intéressé à vous reparler, Patricia, au CREC. Pour le moment, on n'a pas eu de discussion là, pour rejoindre nos corridors, notamment parce que nous, on est encore un peu à mi-chemin entre voir les planifications des autres puis nous monter notre propre planif. Fait qu'on n'est pas encore rendu à présenter nos corridors. Mais je pense qu'il y aurait définitivement moyen de s'assurer que notre limite concorde puis que ça se rejoigne. Super, merci. Pauline Marquet, bonjour. Au niveau des corridors de Chaudière-Appalaches, travaillez-vous avec l'UPA et le MAPAC relativement avec leurs projets organisés dans le cadre du PAAR? Vite de même, je suis pas au courant. J'avais invité là, quelques personnes de l'UPA à l'atelier, je crois qu'ils n'étaient pas disponibles, donc ils étaient malheureusement pas présents là, lors de notre atelier. Donc, pour le moment, la réponse courte serait non, mais je serais définitivement intéressé à ce que ça se rejoigne à nos activités. Merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si Marie-André, tu avais quelque chose à ajouter ou... Non, mais on peut peut-être mentionner les quelques 2 autres webinaires qui s'en viennent. Question de faire le tour de tout ce qui se fait par les maîtres d'œuvre des différentes organisations. Je pense que ça vaut la peine de suivre la série. Peut-être deux régions sur, 3. Antoine t'en présente 2. Donc, 3 régions administratives, du moins, sur les 11. Fait que mettez ça à vos agendas. Il y a définitivement de très, très beaux projets là, qui vont être présentés. C'est des initiatives super inspirantes. Puis, un des objectifs de l'initiative québécoise Corridor écologique, c'est de mettre de l'avant ces projets-là, mais aussi de favoriser le réseautage. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous accrochez pendant les présentations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'un ou l'autre des présentateurs. Puis, comme on le disait, on fait tout ça ensemble. Donc, voilà. Oui, puis pour terminer aussi, Andréane Blais du CRE Centre du Québec, puis Nature Avenir aussi, mentionne que Nature Avenir réalise un plan de conservation qui rejoint les 2 territoires. Puis, une petite question qui s'est ajoutée. Vous avez mentionné la CBJC et OBV de la capitale. Est-ce que les OBV de Chaudière-Appalaches ont participé? Oui, j'ai oublié de les mentionner. Je les ai pas mis dans les partenaires, là, mais nous, il y avait des gens présents là, si je me trompe pas, 2 OBV. J'oublie, les noms m'échappent, il y a trop d'OBV. mais oui, ils étaient présents aussi à notre atelier. Là, puis on va avoir leurs données également pour la suite. Super, bien, merci à vous 3 d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à tous aussi d'avoir participé et d'avoir assisté à ces webinaires. Donc, c'est ça. On vous invite à participer au prochain, le 21 septembre et le 5 octobre. Puis, entre-temps, c'est ça, la présentation sera disponible sur YouTube. Puis sinon, on vous invite à communiquer, comme Marie-André le mentionne, avec les intervenants des régions respectives s'il y a quelques points à préciser ou autres. Puis sinon, je pense qu'on va se laisser pour aujourd'hui. On termine un peu plus tôt, mais les prochains webinaires, il y a 4 organismes, je crois, par présentation. Donc, ça va être un petit peu plus chargé. Donc, aujourd'hui, mise en contexte, mise en bouche de la série des webinaires. Puis, on vous remercie d'avoir été là, puis on vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.